Bonjour, nous entrons dans le XVIIIe siècle et nous sommes toujours dans cette partie du monde où se joue la victoire finalement de l'intériorité de la Torah, des secrets profonds, des méandres mystiques, ésotériques de la loi de la Torah, et dans son opposition qu'elle rencontre de certains très grands maîtres, des grands justes qui, eux, avaient reçu l'enseignement de la Torah révélée, la partie pragmatique de l'exégèse talmudique, et qui voyaient d'un mauvais œil, on l'a vu, l'expansion de cette nouvelle manière de servir Dieu, s'appuyant sur les textes sacrés, notamment le Zohar, avec les explications et l'exégèse qu'en donnait le plus grand maître de la Kabbale de l'Europe à l'époque, le rabbi Eliyahu Baal Shem. On en avait parlé, on avait vu comment ce personnage avait débuté sa carrière qui devait préparer le monde à la venue de Mashiach, comment il avait essuyé une opposition féroce de la part d'un très grand maître du Talmud qui était un tzaddik reconnu à l'époque, le rabbi de Spire, le Gaon Pinchas Zelig de Spire, et par la suite son fils Shammai Zundel, le fameux Rabbi Shammai Zundel. Et nous avions vu comment le Maharal de Prague finalement tranchera et sera finalement le moteur de ce qui emportera le judaïsme plutôt vers cette façon mystique de servir Dieu, cette façon plus intérieure, plus profonde, plus éthérée de servir Dieu. Mais nous n'en sommes pas encore là. À l'époque où nous entrons dans le XVIIIe siècle, la grande majorité reste encore la grande majorité des sages qui font la férule du peuple juif, reste encore dans le camp des opposants à cette façon de servir Dieu, à cette mystique. Mais le combat continue, bien que le Maharal ait tranché en faveur de ces mystiques, qu'il ait déclaré que c'était une voie juste qui amènerait vers le Mashiach, que lui-même, le Maharal, a préparé le monde à les recevoir en tant qu'autorité faisant l'unanimité dans le judaïsme, en écrivant des livres qui vont ouvrir l'esprit des juifs et des érudits à cette nouvelle façon de servir Dieu. Et puis dans son testament et dans les œuvres de ses enfants qui suivront sa trace, de ses descendants qui suivront sa trace, et qui vont littéralement soutenir, appuyer, financer le mouvement de la Kabbalah. Alors cette Kabbalah, elle est distillée en secret par toute une organisation, une infrastructure souterraine de très très grands érudits, de très 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 grands maîtres qui sont cachés, qui vivent d'une manière tout à fait clandestine. C'est une armée de sages d'une valeur inouïe, dont personne en a la connaissance, qui se réunissent dans des forêts où ils ajustent leur plan, leur stratégie, où ils étudient ensemble, où ils s'élèvent ensemble, où ils affinent leur enseignement et leur étude.
et ils sont dirigés par un très grand maître. Donc au début, c'est ouvertement le rabbi Eliyahu Baal Shem, et puis lorsque il disparaîtra, eh bien le flambeau passera, et on l'a vu dans le shiur précédent, dans les mains d'un très 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 grand juste tzaddik, le plus grand de sa génération, Rabbi Yoel Baal Shem. Et c'est là où on en est, on rentre dans le XVIIIe siècle avec toute une armée secrète de mystiques, de justes cachés, qui sont d'abord, au départ, en relation avec le peuple, avec la masse, et nous avions dit qu'il y avait un fossé terrible après les massacres des Cosaques, après que les Cosaques aient massacré une très grande partie du peuple juif en Europe centrale et orientale à cette époque-là, avec les massacres de Tarvetat à la fin du XVIIe siècle, et où on avait vu sortir à la fin de cette époque tragique des centaines, des milliers de familles complètement déchirées, sans aucun repère ni spirituel ni matériel, d'une pauvreté inouïe, et très très souvent, leurs enfants ne pouvant pas accéder à la culture, ne pouvant pas accéder à l'étude parce qu'il fallait avant tout survivre et se nourrir, donc on n'avait pas le temps d'étudier à cette époque-là. Eh bien, imaginez la sortie des camps de la mort en 1945, c'est sur des milliers de kilomètres carrés ce que l'on voit de la sortie de ces campagnes qui ont été le théâtre de ces massacres à la fin du XVIIe siècle. Donc on rentre dans un XVIIIe siècle avec un judaïsme coupé en deux, un judaïsme d'un côté de gens très pieux, mais extrêmement brisés et plongés dans l'ignorance et la pauvreté la plus extrême, et de notre côté, un judaïsme extrêmement érudit et très très souvent extrêmement riche aussi, et qui ne fréquente pas l'autre côté de la barrière, l'autre côté du peuple juif. Donc un fossé qu'il va falloir combler, qu'il va falloir sauver, parce que sinon ça sera la fin du peuple juif, parce que vous imaginez bien que le camp des érudits et des riches est un camp extrêmement minoritaire et qui risque de se perdre. Alors, et on l'a dit, c'est le but, un des premiers buts de cette armée de mystiques. D'abord d'aller chez les pauvres et les ignorants, de les encourager, de leur donner l'espoir que, en s'accrochant à ce qu'ils peuvent s'accrocher de la vie juive, eh bien, ce sera eux qui seront le berceau de ce qui fera venir le Mashiach, que derrière ces affres et ces souffrances, eh bien, il est caché une richesse spirituelle infinie et un amour de Dieu infini qui les portera vers les rives de la délivrance, et que finalement le mépris qu'ils essuient de la part de ce camp, de cette minorité d'érudits et de gens aisés et riches, va contre la volonté de Dieu, va contre l'esprit du judaïsme, et pour le comprendre, il faut accéder à des sources très très
puissants, traités profonds du judaïsme qui sont véhiculés par le Zohar et la Kabbale. Ça, c'est un premier volet. La deuxième ambition de cette armée secrète de justes cachés, c'est d'arriver à toucher et à convaincre justement l'autre volet l'autre facette de l'histoire du peuple juif de cette époque, c'est-à-dire le monde des érudits et des gens aisés et des fortunes qui sont très très souvent à la tête des communautés, malgré le fossé. Alors, comment les toucher? Eh bien, quelques exemples de ces actions qui sont menées en secret nous sont parvenus jusqu'à nos jours. D'autres sont restés dans l'ombre complet, mais il faut comprendre que lorsque le Baal Shem Tov arrivera, il aura devant lui un travail qui aura été déjà préparé, le terrain aura été déjà aplani, les graines auront été déjà semées, la semence sera déjà sur le point de jaillir, et il suffira au Baal Shem Tov de venir arroser pour que illuminer cette terre, ce terroir déjà propice pour que surgisse, pas tout de suite, mais en quelques générations, ce qui fera la majorité de l'accent juif européen, c'est-à-dire le chassidisme, mais on n'en est pas encore là, il va falloir encore 2 siècles. Pour l'instant, on est à l'orée du 18e, et quand j'ai dit quelques exemples nous sont venus à nos jours, on peut citer l'exemple d'un certain Baruch, qui est lui un homme qui provient, d'ailleurs, la grande majorité de ceux qui vont être les adeptes de ce courant kabbalistique sont des gens qui proviennent du monde de l'opposition à la Kabbale. Et lui aussi provient de ce monde, mais il va le rencontrer, le monde des kabbalistes, et il va tout de suite tomber amoureux, et bien qu'il vive une vie véritablement de tzaddik, il va rester un homme simple qui va s'adonner aux affaires, qui devait devenir un très grand propriétaire terrien avec de nombreux biens fonciers, et il va, par rapport à la richesse qu'il a, se permettre d'établir et de créer, de fonder une très grande yeshiva qu'il va placer dans les faubourgs de la ville la plus farouchement opposée, dont les sages sont les plus farouchement opposés à la Kabbale et à l'enseignement des mystiques, la ville de Sloutsk. Alors, Sloutsk, elle est réputée d'abord par la sagesse des Talmidei Chachamim qui vivent dans cette ville. C'est une ville de Talmidei Chachamim qui vivent avec un accent très lituanien de l'exégèse talmudique, et où l'érudition est une facette ouverte et déclarée de l'accent juif de cette contrée. Elle est réputée aussi pour son opposition farouche et fanatique, on peut le dire véritablement, à la Kabbale et aux mystiques, aux justes, aux tzadikim nistarim, et à l'armée secrète qu'a mis en place d'abord Rabbi Eliaou et plus tard donc Rabbi Yoel, qui, à l'époque où on parle, vient de disparaître il y a 5 ou 6 ans et a
donner le flambeau à un maître incontestable du judaïsme opposé à la Kabbale, mais qui, lorsqu'il va connaître et inspecter et approfondir quelles sont les motivations de ces sages de la Kabbale, va lui aussi devenir amoureux de ce plan et recevra le flambeau pour prendre la succession de Rabbi Yoel, qui est donc le maître, qui est l'autorité suprême de ce mouvement des kabbalistes Nistarim. Il s'agit de Rabbi Adam de Ropshitz, qui deviendra le fameux Rabbi Adam Baal Shem. Il reste encore caché en tant que sage de la Kabbale, puisque c'est un mouvement clandestin, personne ne le connaît. Dans cette ville de Slutsk, on connaît ce Rabbi Barour. Rabbi Barour, lui, est attaché, on ne l'appelle pas Rabbi Barour, parce qu'il reste avec une telle simplicité qu'il est appelé Barour Weisner, parce qu'il vient de la ville de Vazinir, et il est extrêmement riche. Il va fonder cette yeshiva. Dans cette yeshiva, il ne prend que de très très grands sages d'Israël. Et il va les former à servir Dieu dans l'étude, mais une étude qui ne peut pas se concevoir sans un raffinement de la personnalité. Ce qu'il va faire, c'est pour préparer le monde à recevoir l'enseignement de la Kabbale, qui va être un bouleversement pour la façon dont les midotes, les qualités, le caractère doit être raffiné. Il va être félicité par ce qu'on appelle le Va'ad Haratzot. Le Va'ad Haratzot, c'est le fameux... c'est un conseil de sages qui sont réunis en parlement, genre de parlement de tribunal, où ils vont fixer les lois qui vont être le mode de fonctionnement de ces 4 grandes régions du monde: la Pologne, une partie de l'Ukraine, la Wallonie, la Podolie, la Galicie, et qui sont en confrontation journalière avec les bouleversements politiques et leurs conséquences dans la vie de tous les jours. Il va falloir un genre de parlement juif, de conseil des communautés pour savoir comment répartir l'impôt que imposent les princes polonais aux populations juives, et contre lequel elles peuvent exercer le judaïsme à leur guise. Il va falloir organiser ces communautés, il va falloir diriger la façon dont on va gérer les implications des différents méandres politiques chez les goïms à cette époque-là. Eh bien, c'est ce Va'ad des Arba Haratzot, ce comité, ce conseil des 4 grandes régions de l'Europe centrale de l'époque qui fixe. Et c'est un peu le pendant du Resh Galuta qu'on avait retrouvé à Bavel, en Babylone, à l'époque des sages du Talmud, où la férule communautaire, temporelle, était dirigée par de très très grands personnages. Là aussi, il s'agit de très grands personnages, de très grands tzadikim, de très grands chachamim, mais qui sont réunis non pas uniquement pour des raisons spirituelles, mais surtout pour des raisons très très pragmatiques, de l'agencement temporel des communautés.
Alors, eux, ils vont féliciter ce Rabbi Baruch. Ça va être une grande première parce qu'à l'époque, le judaïsme le judaïsme érudit est véhiculé surtout dans le camp de ceux qui se sont coupés du peuple et qui sont la petite minorité des riches et des érudits. Et il est très peu basé sur le raffinement du caractère et l'élévation spirituelle. Il est surtout basé sur l'émulation à la connaissance et à la perspicacité en matière d'exégèse talmudique. Et c'est donc une première. Et puis de ce mouvement donc d'érudits, mais qui raffinent leur caractère, il va y en avoir de grandes répercussions, notamment sur la Havat Israël, l'amour du prochain et la conduite sociale, et le secours aux déshérités auxquels vont s'adonner ces grands jus, ces grands savants qui vont sortir de cette yeshiva. Yeshiva qui va devenir célèbre, mais dont on ne comprend pas encore. Et on ne sait pas encore que clandestinement, c'est une préparation à ce que les maîtres de Sloutsk puissent avoir un contact avec le monde de la Kabbale. Comment ce contact va être finalement établi? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans le cours précédent avec l'arrivée à Sloutsk d'un personnage clandestin, d'un personnage secret, un peu mythique, qui ne sera autre que le très grand, mais on laisse le suspense pour le cours prochain. Et pour l'instant, à Sloutsk, on ne sait pas de qui il s'agit. On sait qu'il est arrivé dans la ville un très grand personnage. À cette époque-là, les très grands du judaïsme avaient l'habitude de s'imposer ce qu'on appelle galout, c'est-à-dire qu'ils partaient loin de là où ils étaient vénérés et ils allaient de ville en ville en cachant leur identité, mais puisqu'il ne s'agissait pas encore de mystiques kabbalistiques, ils cachaient leur identité, mais ils ne cachaient pas leur érudition. On ne leur demandait pas leur identité parce qu'on savait que c'était une façon de s'élever spirituellement en quittant le lieu où ils étaient vénérés et en allant errer de ville en ville et en propageant leur Torah sans cacher le niveau d'érudition. Le niveau d'érudition dans ces milieux était un moyen dévoilé d'exprimer leur appartenance au judaïsme finalement. C'était un genre d'habit, de vêtements juifs qui était courant chez les hommes qui peuplaient ce clan d'érudits et de savants, et très souvent de gens extrêmement aisés de la société juive. Qui est ce personnage? Eh bien, restez avec nous pour le savoir. Si Dieu veut, la prochaine fois, on en parlera. Donc à bientôt.